Bonjour, bienvenue dans les Midi Experts. Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Malo où on va parler écologie, Made in France, souveraineté industrielle, entreprise responsable. Quand on parle produits grand public, on parle souvent de produits qui viennent de l'autre bout du monde. Alors produits qui peuvent être conçus, utilisés de façon à respecter l'environnement, éventuellement avec un écolabel, mais toujours avec un bilan carbone désastreux. Prenons un exemple pour illustrer ce sujet. Un exemple que vous avez déjà tous vu au moins une fois dans votre vie. La planche de surf. Alors dans l'imaginaire collectif, les surfeurs sont proches de la nature, donc au fait des problématiques environnementales. Quoi de plus naturel que d'imaginer que leur planche de surf soit à cette image? Eh bien dans la majorité des cas, ces produits, de la matière première à la mise en magasin, ont un bilan carbone désastreux. Aujourd'hui, certains industriels essayent d'inverser la tendance, en utilisant par exemple de nouveaux procédés comme l'impression 3D ou de nouvelles matières premières. Mais cela reste à petite échelle. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir à la rencontre de l'un d'eux. On se retrouve chez MD Surfboard, fabricant de planches de surf et la référence des surfeurs du pays malouin. Ce que je vous propose, c'est d'aller les découvrir tout de suite. Salut Malo. Salut. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Comment vas-tu? Nickel, toi? Ouais, bah super. Bon alors, je viens discuter un petit peu avec toi pour m'expliquer déjà. Raconte-nous un peu qui tu es, comment tu es venu là à shaper ici et comment tu as pris la passion du shape. Alors, je m'appelle Malo d'Orvers. Je me suis mis au shape parce que j'avais cassé une planche de surf. J'avais acheté une planche de surf, c'est une planche australienne. Ça m'a fait 3 sessions. Ouais. Je l'ai plié en 2 et j'avais pas envie de remettre 700 € dans une belle planche neuve. Et j'en suis arrivé à shaper. En fait, j'avais récupéré un pain de mousse de planche à voile. Okay. J'avais arraché toute la fibre, j'ai récupéré la mousse, j'ai repris le gabarit de la planche que je surfais. Et je l'ai shapé à la main. Donc tu t'as fait vraiment une planche de A à Z avec... C'est ça, ouais. J'ai recollé la centrale. D'accord. Des planches pour les rigidifier, on met de la centrale. Donc j'ai repris toutes les cotes, mesurées 5 cm par 5 cm. D'accord. Jusqu'à essayer de me rapprocher au maximum de la planche. Ok. Ma première résine est plutôt pas mal, elle surfait quand même. Ouais, ça surfait quand même quoi. Ça surfait quand même. Et puis après, j'ai eu des réparations par les potes et je me suis refait une planche pour les potes, des répas, des planches, des commandes. Et puis, et là, tu t'es dit, ça me plaît, j'y vais quoi. C'est parti, ouais, j'ai plein de demandes et je commençais à me perfectionnaliser un petit peu. Ouais. À me perfectionner un petit peu. Et puis, création d'entreprise. Donc, tu as créé ta boîte au début dans ton garage, j'imagine? C'est ça, ouais. Je faisais ça dans l'arrière-cuisine des parents. Ah, il devait être content, tiens. Donc, je pourrissais un peu de résine toute la maison. Tu m'étonnes. Et je mettais de la poussière partout, enfin, c'était un carnage. Et puis voilà. D'accord. Et donc, entre le moment où tu as créé ta première planche jusqu'à ouvrir ta boîte, tu as mis combien de temps? C'est passé combien de temps? C'est passé peut-être 2 mois. Ah oui, donc ça a été quand même très vite. Très rapide. Ouais. Très vite. Je faisais des études en électronique. D'accord. Donc rien à voir, strictement rien à voir. J'étais plus en mode programmation que d'accord. Chose. Et en fin de compte, pour faire ce métier-là, il fallait que j'aille faire des formations à Paris. En tant que surfeur, ça marchait pas quoi. Et même j'avais complètement décroché mon BTS en évêque. Je pensais plus à surfer que. D'accord. Je séchais clairement les cours pour surfer. Ouais. Et puis ça m'intéressait de moins en moins.
J'ai pas travaillé pour passer le BTS, je suis allé le passer mais je l'ai pas eu. D'accord. Et c'est arrivé pile à ce moment-là où je surfais beaucoup, j'ai cassé ma planche. Et du coup, tu as trouvé ta voie quoi, quelque part. Ça. Est-ce que tu peux nous expliquer assez rapidement comment on fabrique une planche de surf? Ok. Alors une planche de surf, on part d'un noyau de polystyrène ou de polyuréthane. Ok. Donc nous ici, on est plutôt spé polystyrène. D'accord. Polystyrène biosourcé. Ok. Donc on va venir, on appelle ça shaper la planche. Donc on va mettre en forme le polystyrène. Donc à la forme, le volume que le surfeur veut. Ou les modèles qu'on propose. D'accord. Donc on va venir shaper la planche, c'est-à-dire, là pour ce cas-là, c'est une planche qui a été pré-shapée, donc avec une machine à commande numérique. Donc ça c'est pareil, ça c'est un truc que toi tu as mis pour faire évoluer l'entreprise. C'est ça, ouais. Voilà. Donc tu as acheté une machine. À la base, je faisais tout à la main. Donc rabot électrique, gabarit, rabot électrique, scie. Ok, donc comme ça se fait aujourd'hui quand on voit des films, c'est ça, on shape tout à la main. À l'ancienne. Donc une fois qu'on arrive à une forme toute lisse, l'aspect de surface bien lisse, on emmène la planche à ce qu'on appelle la stratification. On vient poser le tissu de verre ou tissu de lin, carbone, chanvre, enfin tout ce qu'on veut. Et on applique la résine dessus. D'accord. Donc on vient imprégner le tissu de résine, ce qui va donner la solidité et l'imperméabilité de la planche. Donc plus on va mettre de tissu, plus la planche sera solide et lourde. Moins on va mettre de tissu, plus elle va être performante mais fragile. Donc c'est là qu'on joue un peu aussi sur les différents tissus, où on arrive à avoir des planches très légères, très solides, durables. D'accord, ok. Et après, il y a l'étape de ponçage. Donc on va remettre bien à plat toute la résine qu'on a posée avec le tissu. Et des décorations s'il y a décoration. D'accord. Et après, re-résine de finition pour avoir un aspect bien lisse, propre, brillant. D'accord. Comme finition. Donc, au final, quand tu l'expliques comme ça, c'est assez simple. Grosso modo, pour faire une planche de surf en partant d'un pain de mousse, alors non taillé, là on est devant un pain de mousse taillé, un pain de mousse carré. Combien de temps, grosso modo, il faut entre je prends mon pain de mousse et j'ai une planche? Ça dépend de la complexité de la planche, ça va dépendre de la taille de la planche. Avant, quand je faisais à la main un shortboard, donc à peu près cette taille-là, je mettais 4 à 5 heures à le shaper. D'accord. Là maintenant, avec une machine à commande numérique, il y a une demi-heure de pré-shape. D'accord. Et à peu près une demi-heure de shape en finition. Ah oui, d'accord. On raccourci à 1 heure à peu près. Tu as 1 heure pour pouvoir envoyer un pain de mousse shapé. C'est ça. Après, en amont, il y a toute la partie 3D, donc le dessin 3D à faire. Donc ça prend un peu de temps, mais après on duplique. Donc ça, c'est des choses que toi, tu as mis en place au fur et à mesure, donc avec ta boîte, donc MD Surfboard. Au début, tu shapais tout à la main, et au fur et à mesure, tu as commencé à faire évoluer, j'ai envie de dire, le métier, en tout cas ton métier, en mettant de la commande numérique, en te lançant dans des shapes 3D. Avant d'avoir notre propre machine à commande numérique, je faisais sous-traiter les pré-shapes. D'accord. Donc déjà, tu les imaginais tous sous je faisais mon dessin, sous 3D. J'envoyais au prestataire qui me faisait D'accord. Et il me renvoyait les pains taillés déjà. D'accord. Maintenant, on a notre propre machine, donc je fais le fichier en direct et aussitôt fait, aussitôt taillé. D'accord. Et alors, tu nous as expliqué ton parcours, comment tu t'es lancé dans cette aventure. Et aujourd'hui, l'aventure, elle prend un autre tournant avec Antoine. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment, toi, tu t'es dit j'adhère au projet et on s'associe? Alors, déjà, avant, quand j'étais tout seul, je m'intéressais de plus en plus aux matériaux, du coup, un peu plus biosourcés et respectueux de l'environnement et de moi-même surtout. Parce que déjà, chez les parents, quand je voyais l'odeur de la résine polyester, c'est horrible. Où les parents rentraient le soir du boulot, je me faisais engueuler. Parce que pour enlever l'odeur, c'est compliqué. Voilà, j'avais pourri toute l'arrière-cuisine de résine, il y en avait partout. Et du coup, j'ai commencé à m'enseigner un petit peu, savoir qu'est-ce qui était le moins pire pour fabriquer les planches. Donc c'est bien ce que tu dis, c'est pas le mieux, c'est le moins pire. C'est le moins pire. Donc je suis passé du PU à l'époxy, donc au pain polystyrène. Parce que le polystyrène, il est recyclable. D'accord. Donc toutes les chutes, ça pouvait être envoyé du coup chez le fournisseur, qui les broie et qui refait du polystyrène. D'accord. Donc déjà, il y avait déjà une démarche recyclage.
Les résines, c'est de l'époxy, c'est pas très bon, mais il y a des résines qui sont biosourcées. Okay. Donc là, on utilise des résines 45% biosourcées. D'accord. Donc c'est pareil, c'est moins pire. Ouais, c'est moins pire. Bon, et ça, tu avais déjà commencé au fur et à mesure, quoi. T'as avancé j'ai cherché les infos sur Internet, j'ai vu qu'il y avait des fournisseurs français qui fabriquaient des résines biosourcées. Le polystyrène, c'est fabriqué en France. D'accord. Donc déjà, circuit court, qu'avant le polyuréthane, ça venait de Sud-Afrique, du Mexique, donc ça traversait la planète pour arriver jusqu'à ce moment-là. Toi, tu avais déjà une vraie fibre, tu commençais vraiment à développer une vraie fibre, j'ai envie de dire, éco-responsable. Ouais, bah, en fait, ça commençait à devenir la norme où tout le monde commence à en parler, dire bah, c'est du composite, c'est crado, faudrait faire autrement. Pendant tout ce laps de temps, je continuais à shaper comme les matériaux que j'avais. Je me suis mangé des allergies. Ah ouais, quand même, ouais. Donc tu as quand même bien pris conscience que les matériaux que tu utilisais, c'était quand même pas bon pour la santé, quoi. Donc du coup, j'ai dû arrêter même peut-être quasiment 1 an de faire des planches. Ah ouais. Et je travaillais chez Loquet Foil qui fabrique des foils. Donc je touchais pas à la résine. Et c'est pendant cette période-là que j'ai rencontré Antoine où je voulais, en fait, comme je me suis dit je peux plus faire de planches, autant rester dans le surf. Et du coup, je voulais faire un surf shop. Ok. Donc ouvrir un surf shop classique, donc où on achète des planches quelque part et puis on les vend. C'est ça. La distribution. La distribution classique. Accessoires, surf. D'accord, ok. Et Antoine avait la même idée aussi, il cherchait à faire ça ici, mais à condition qu'il trouve quelqu'un qui connaisse pour le faire. Et ça s'est tombé à ce moment-là où on s'est rencontrés, je lui ai expliqué ce que je faisais et que je cherchais des matériaux plus éco. Antoine avait écrit un livre sur l'écologie et du coup on a bu plusieurs bières. Et puis du coup on a échangé sur plein de choses et ça m'a donné envie de reprendre mais différemment en fait le shape. Et du coup la condition avec Antoine c'est je lui dis ok je veux bien reprendre mais il me faut un glaceur, quelqu'un qui fasse les résines. D'accord, toi tu veux bien faire le shape? Tout ce qui est shape, ponçage et tout ça, j'avais pas de problème, mais à chaque fois la résine, j'avais des problèmes. Donc c'est là qu'on a imaginé l'atelier ici. D'accord. Et le shop, Concept Store, le shop et l'atelier sont au même endroit. Un peu comme on peut voir sur le Pays Basque. C'est ça. Mais ici à Saint-Malo. Et de fil en aiguille, on a essayé de continuer un peu ce que j'avais fait tout seul. Et Antoine est très bon pour ça, les relations, tout ça. Et du coup, on a réussi à trouver notre fameuse matière polystyrène biosourcée. Super. Malo, merci beaucoup. Je te dérange pas plus longtemps, je sais que tu as pas mal de taf parce que tu pars bientôt en vacances et profites-en bien. Merci beaucoup. Merci. À une prochaine. Plus, salut. Maintenant que j'ai compris les origines du projet, que j'ai compris comment fabriquer une planche de surf et notamment toutes les problématiques environnementales liées à cette fabrication, j'ai hâte de rencontrer Antoine pour qu'il m'explique comment est-ce que l'on peut industrialiser ce processus tout en étant éco-responsable. Salut Steven. Merci de nous recevoir. Je t'en prie. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà qui tu es, ton parcours et puis comment tu as rejoint un peu cette aventure de dingue? Ok. Je m'appelle Antoine de Pierrefeu. J'ai 45 ans. J'ai été banquier pendant de longues années. Et j'étais passionné d'écologie à partir de 2007-2005. J'ai commencé à écrire un livre sur le sujet qui est devenu, que j'ai réécrit 3 fois. Je me suis beaucoup documenté, rencontré aussi pas mal de gens. Et j'ai fini par le sortir en amont de la COP21, un roman qui se déboucle sur la COP21. Et depuis en fait 2007, je suis préoccupé de ces sujets avec la volonté d'agir. Donc j'ai écrit ce livre. On a déménagé avec mon épouse à Saint-Malo, on s'est installé ici, puis progressivement je me suis dit j'aimerais bien faire un truc qui ait un peu plus d'impact que juste un livre qui ne s'est pas beaucoup écoulé. Il faut faire quelque chose dans le monde réel et économique pour montrer un exemple de progrès qu'on pourrait réaliser. Alors, à l'échelle cosmique, rien n'a de sens, mais moi je choisis de faire ça. Donc voilà. Et je me suis dit, je vais faire un truc dans la glisse, mais plus responsable. Et j'ai eu un soutien familial qui m'a dit, ok, on te suit si tu trouves quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Et donc je me suis mis en recherche de quelqu'un qui s'y connaissait vraiment.
et je suis tombé sur Malo. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le projet justement d'industrialisation? Pourquoi vraiment vouloir industrialiser cette filière, de vouloir la rendre éco-responsable? En réalité, l'opportunité qu'on a en réunissant le savoir-faire des artisans, des moyens financiers et des moyens d'ingénierie, on a la possibilité de réunir une combinaison qui permet d'être aussi compétitif que des produits chinois. Alors on fait ça par de l'excellence de la performance, donc ça c'est le savoir-faire des artisans. On le fait par de la technologie. On le fait par du mieux en conception et en éco-responsabilité. Alors j'aime pas beaucoup ce mot parce que on promet la lune, c'est on minimise les impacts. Et ensuite on applique le droit social français, le droit de la santé des artisans en France, et tout ça, ça crée un énorme différentiel par rapport à ce que peut nous vendre certaines productions asiatiques. On va rajouter par-dessus le coût du transport et tout ce qui est lié au transport, le fret maritime, la perte de containers, les scrubbers trop petits, le NOx et le SOx, enfin bref, les sujets sont infinis. Donc le Made in France est assez galvaudé, mais en fait il a une gigantesque valeur en termes de qualité sociale, sur la santé des artisans, et puis maintenant sur l'environnemental on peut faire des trucs très intéressants. Et c'est cette combinaison qui permet de se dire réunissons les moyens pour pouvoir créer une industrie en France. Ouais, donc l'idée c'est pas de créer juste une industrie de fabrication de planches taguées Made in France, c'est vraiment repenser complètement la filière de la matière première jusqu'à l'acheminement dans le magasin pour être au-delà d'éco-responsable. C'est vraiment, on parle de RSE. Là. On parle effectivement de RSE, parce que souvent en ce moment on parle beaucoup de bilan carbone, d'éco-conception, mais en fait c'est occulter le travail forcé, le droit syndical qui est inexistant, et en fait aussi le transfert de devises vers des régimes qui continuent de maintenir ça. Donc nous, notre ambition, c'est de faire passer le rider insouciant, mais dont je faisais partie avec mon matériel acheté dans un beau magasin sous les lumières, et puis un jour se dire mais comment est-ce qu'il est produit, qui le produit, avec quel matériau, quelle est sa fin de vie. Donc on passe de l'insouciance à la responsabilité, voire carrément à l'engagement. C'est super. Mais alors du coup, c'est super, ça me parle beaucoup. Là on est à Saint-Malo, on a discuté un peu avec Malo, on a vu où il travaillait. Ça va pas se faire ici, et comment tu veux le faire? Alors en fait, ici on fait un POC, donc une Proof of Concept. On démontre que c'est possible. On teste tous nos procédés, nos matériaux, nos procédés de fabrication, et puis on est en contact avec des sportifs qui vérifient que le produit marche. Okay. La définition de l'éco-conception selon l'ADEME, c'est à service rendu équivalent. Okay. Si on vend des planches perf qui sont éco-conçues mais qu'elles sont moins bonnes, on a loupé l'objectif. Oui, donc c'est à performance équivalente, d'où la qualité de l'artisan. Ici on teste les aérations, on teste les résines, on teste le nettoyage des outils, on teste l'ensemble en fait de la ligne de production. Exactement. Et donc on vérifie que notre procédé fonctionne. Ensuite on va tester ici de la sous-traitance. D'accord. Parce que notre but, c'est pas de tout garder pour nous. On veut en faire profiter d'autres marques. Il y a d'autres marques super et engagées. Et c'est avec elles qu'on veut co-construire. Et puis, une fois qu'on aura tout testé ici, peut-être qu'on pourra envisager de faire plus grand. Ouais, et du coup, tu es en train de construire tout un écosystème autour de ça. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, en fait, il y a beaucoup d'autres artisans qui sont sur d'autres domaines. Le recyclage des combinaisons, la fabrication de mobilier. Là, ici, on a Ractaboard, on a aussi des filles qui font du recyclage de néoprène qui vont venir. D'accord. On a un sérigraphe qui travaille pour d'autres et avec nous. Et puis, peut-être on peut aller voir ça. On va y aller, c'est le mieux. Donc là, on est toujours dans tes locaux, mais avec Ractaboard. Ouais, voilà, c'est ça. Tom est dans la même philosophie que nous, et il est hyper entreprenant. Il a un certain nombre de choses qu'il maîtrise et que nous,
un peu moins, et du coup les échanges permanents entre nous permettent de créer des synergies. Donc ça va plus loin que la simple location, c'est des collaborations. C'est vraiment essayer de créer un écosystème autour de toutes ces valeurs et toujours avec un but commun. Ouais, exactement. En fait, les expériences des uns enrichissent celles des autres, et puis on se marre plus. Ouais, carrément. Antoine, est-ce que tu peux m'expliquer aujourd'hui ta vision, toi, de l'ingénieur de demain dans ce type de projet? C'est la clé, puisque on ne peut pas faire autrement. Et c'est les ingénieurs qui détiennent la clé. Je vais aller plus loin et détailler. Aujourd'hui, on voit bien que donc, on a des productions qui sont faites en Chine dans des conditions sociétales assez déplorables et puis peu soucieuses de l'environnement. Si on veut transférer, aujourd'hui, on voit qu'on a à disposition des artisans de top qualité. Ouais. On a à disposition des matériaux. On peut utiliser du recyclage, je parle par exemple de filets fab, filets de pêche recyclés. Ouais. On commence à avoir des biomatériaux et les fonds de recherche qui financent la R&D sont présents en France. Donc en fait, les matériaux, l'artisanat, à petite échelle, le labo, c'est possible. Maintenant, la façon dont on passe de je rapatrie ces industries pour la part consommée en Europe, produit en Europe, c'est grâce aux ingénieurs qui vont nous permettre de passer de l'artisanat et du matériau et du labo à l'industrie. Je te l'ai expliqué tout à l'heure déjà, mais la démarche, elle est totale. On va parler de ligne de production optimisée, de chiffrage. Aujourd'hui, nous, on a une machine de fil chaud. Si je veux faire X planches, en plus, donc des milliers, combien me faut-il de machines ? Il faut un ingénieur. Comment je vais stocker ? En mètres carrés, en mètres cubes, à quelle hauteur ? Voilà. Ensuite, il y a toute la dimension environnementale de l'usine elle-même du bâtiment, récupération de chaleur des machines, peut-être optimisation du séchage, panneaux solaires. Est-ce qu'il faut prendre 6000 m², dont 6000 de parking? Est-ce qu'il faut prendre 20 000 m² parce qu'on veut des échanges avec de la biomasse autour? Est-ce que les opérateurs qui vont travailler dedans, à quelle vitesse ils vont être formés? Où faut-il monter l'école? Est-ce que ces gens qu'on va faire venir s'incorporent dans les prix de l'immobilier qui sont autour et nécessaires à leur implantation? Saint-Malo, c'est un problème, par exemple. Est-ce que si je crée 300 emplois, la ville qui est autour possède les médecins, les infrastructures? Moi, je peux poser le problème. J'ai besoin d'une armée d'ingénieurs pour me résoudre le sujet. Et tant que cette vision-là ne sera pas claire, le chiffrage n'est pas clair, le planning n'est pas clair, je ne peux pas convaincre mes financiers. D'accord. Et ça, c'est mon boulot. Ok. Donc faites votre boulot. Donc toi, tu as besoin d'ingénieurs pour construire ton usine de demain, mais en plus, ce que j'entends, c'est même plus une usine. C'est que toi, quand tu raisonnes environnement global. Parce que j'entends, c'est dire, si je construis mon usine à tel endroit, il faut que je réfléchisse à tout ce qui va être flux logistique, mais il faut que je réfléchisse aussi à la vie que je vais pouvoir offrir quelque part aux gens que je vais embaucher. Ouais. On parle beaucoup de smart cities, ça c'est de la smart industrie. Donc aujourd'hui, toutes les approches sont disponibles, on les combine. Vraiment, je n'invente rien puisque le green manufacturing, ça existe depuis pas mal de temps. Et les politiques et les industriels se sont toujours posé la question de savoir si, par exemple, quand Laurent Fabius a accepté que le Euro Disney, Disneyland Paris à l'époque, se fasse à Marne-la-Vallée, on avait mesuré les emplois à la clé et l'impact. C'est vraiment un sujet extrêmement classique. Mais voilà, en tout cas, on a un enjeu de rapatriement et les ingénieurs ont d'autant plus un rôle à jouer que, je prends l'exemple des éoliennes, ça fait pas non plus... les suffrages ne sont pas systématiques. D'avoir une éolienne au pied de chez soi, chaque fois il y a un enjeu. La réindustrialisation en France, il y a des trucs qui fument, ça émet des vapeurs. Tout ça, c'est à penser en rapport avec l'environnement. C'est forcément des échanges. Donc... ce n'est pas nous, financiers, marketeurs, entrepreneurs, qui pouvons réaliser les calculs, ou alors il faut savoir faire les deux. Mais l'ingénieur détient un super pouvoir, et comme dit l'oncle Ben de Spider-Man, avec great power comes great responsibilities. Donc c'est les ingénieurs qui ont la clé.
Super. Le calcul, les maths, c'est fait pour ça. Pour toi, la réindustrialisation en France, en étant RSE, c'est complètement possible, à 3 conditions: d'avoir les bons artisans, d'avoir les investisseurs avec une tête bien faite et des ingénieurs. Ouais, exactement. Si on arrive à mettre tout ça ensemble, on peut réussir à réindustrialiser en France. Voilà, et c'est la mission de ce qu'on a créé, la marque label privé Gliss Responsable, c'est de coordonner toute cette ambition. Bah, merci pour ton temps. Et puis bonne continuation. Merci à toi Steven, salut. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très vite pour un prochain épisode des Midi Experts. Je suis mort de rire à remonter l'escalier en fait.